Nous allons étudier aujourd'hui le chapitre 12, la mécanique de Newton, du thème mouvement et interaction. Regardons tout d'abord comment énoncer la deuxième loi de Newton, aussi appelée relation fondamentale de la dynamique. Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces exercées sur un système mécanique est égale au produit de la masse par l'accélération, ce qui peut se symboliser par la relation mathématique vectorielle suivante. Prenons l'exemple d'un plan incliné sur lequel est posé un objet qui est en mouvement. Regardons les forces appliquées, tout d'abord le poids, la réaction du plan incliné et les forces de frottement. Connaissant R, F et P, nous pouvons trouver M fois A. Pour cela, translatons nos différents vecteurs afin d'en faire une somme vectorielle. Nous obtenons le vecteur rouge qui correspondra à la somme vectorielle des forces. Ici, nous avons R plus F plus P égale à MA. MA est donc le vecteur rouge symbolisé sur la gauche. En conclusion, la connaissance des forces nous permet de calculer l'accélération et de faire une étude cinématique de l'objet. Alors, un petit rappel de seconde concernant les différentes forces à connaître, les forces de gravitation, les forces électriques, la réaction du sol, les frottements du sol, les tensions d'un fil et la poussée d'Archimède. Dans cette deuxième partie, nous allons étudier le mouvement d'un objet dans le champ de pesanteur uniforme petit g. Nous dirons qu'un projectile est soumis qu'à son propre poids. Représentons tout d'abord le système sur un schéma, les axes du repère orthonormé OX, OZ, le vecteur vitesse initiale V0, la force appliquée envers P et la trajectoire de l'objet en tiret gris. Nous énonçons ensuite la relation fondamentale de la dynamique dans le référentiel terre galiléen, MA égale P. Nous rappelons les coordonnées des vecteurs A et P. Attention ici, P est égal à moins mg selon l'axe OZ. En effet, le vecteur P et l'axe OZ sont de sens opposés. Nous pouvons alors passer aux équations horaires et montrer que l'égalité MA égale à P nous permet de trouver les coordonnées du vecteur accélération AX égale 0, AY égale 0, AZ égale moins g. L'accélération est donc constante selon l'axe OZ et vaut moins 9,81 m/s moins 2. Attention, maintenant nous passons à la vitesse. A est la dérivée de la vitesse, V c'est une primitive de l'accélération. Nous intégrons donc l'expression de l'accélération pour trouver la vitesse. Bien sûr, si nous redérivons la vitesse, nous obtenons l'accélération. Pour la position, nous procédons de la même manière. La position est la primitive de la vitesse. Intégrons les différentes équations horaires de la vitesse pour obtenir les coordonnées x, y, z en tenant compte des positions initiales de l'objet. De la même façon, nous pouvons redériver les coordonnées de la position et retrouver l'expression de la vitesse. Vous aurez bien sûr remarqué que la variable est le temps t sur l'ensemble des équations horaires obtenues. Ce n'est pas fini. Maintenant, nous pouvons trouver l'équation de la trajectoire z en fonction de x. Alors pour cela, nous reprenons l'expression de l'abscisse x égale à v0 cos alpha fois t. Nous en déduisons l'expression du temps et venons injecter cette expression du temps dans l'expression de la coordonnée z obtenue dans les équations horaires précédentes. Nous obtenons donc un polynôme du second degré que nous repérons en fonction des variables x. Nous pouvons alors tracer la trajectoire de l'objet. Nous remarquerons deux grandeurs particulières, la flèche pour laquelle la vitesse verticale Vz est nulle et la portée correspondant au point d'impact au sol, donc z égale 0. Reprenons l'ensemble de l'étude en s'attardant cette fois sur le mouvement dans le champ électrique grand E uniforme. Rappelons que si une particule est soumise à un champ grand E, et si cette particule a une charge positive petit q supérieure à 0, alors la force et grand E sont dans le même sens. Alors que si la charge est négative, la force et le champ électrique sont de sens opposé. On va voir dans un premier cas comment une particule peut être déviée. Pour cela, nous allons représenter sur un schéma la force électrique F égale Q fois E en vert. La charge est positive petit q supérieure à 0 est placée dans un champ électrique grand E symbolisé en orange. Et donc la force F est dans le même sens que E, vers le bas ici. Nous repérons également la vitesse initiale avec un angle par rapport à l'horizontale alpha et la position initiale de la particule. Attention aux axes OX et OY également représentés. La relation fondamentale de la dynamique va donc s'écrire MA égale à F. En effet, il n'y a qu'une seule force, la force électrique.
Reprenons alors les coordonnées de chaque vecteur, accélération et la force. Attention également ici, grand F égale moins QE sur l'axe OY, car la force F en verte est de sens opposé à l'axe OY vers le haut. Passons aux équations horaires. Nous avons trouvé l'expression de l'accélération. Nous pouvons donc exprimer la vitesse, qui est donc la primitive de l'accélération. Donc nous intégrons chacune des coordonnées de l'accélération pour obtenir la vitesse. La variable est bien le temps petit t. Nous pouvons vérifier nos expressions de vitesse en redérivant celle-ci pour retrouver l'expression de A. Nous pouvons passer ensuite à la position, qui est la primitive de la vitesse. Nous obtenons les expressions suivantes, et en les redérivant, nous retrouverons l'expression de V. Une dernière chose, la trajectoire de la particule, y en fonction de x. Pour cela, nous reprenons l'expression de petit t que nous injectons dans la coordonnée y. Reprenons l'étude dans le champ électrique grand E uniforme, mais cette fois-ci en se plaçant dans le cas d'une accélération. Le schéma est un petit peu différent. Cette fois-ci, nous allons placer le champ électrique grand E à l'horizontale et donc vers la gauche, ici sur cet exemple. La position initiale est représentée par un point rose, et la force électrique associée à une particule, attention cette fois-ci d'une charge négative, sera donc orientée vers la droite, opposée au sens de grand E. Nous repérons également l'axe OX vers la droite et pouvons énoncer la relation fondamentale de la dynamique. Une seule force, MA égale donc à F, qui va donc s'écrire avec les coordonnées correspondantes, cette fois sur l'axe OX uniquement. Les équations horaires nous permettent de trouver l'expression de l'accélération AX égale QE sur petit m. Il s'agit donc d'une accélération constante sur l'axe OX. Pour obtenir la vitesse, nous allons donc intégrer de nouveau l'expression de AX et trouver donc Vx. Pas de vitesse initiale. Pour la position, nous allons donc aussi intégrer l'expression de Vx et obtenir l'expression de petit x. En conclusion, on accélère une particule. Pour cela, nous connaissons petit x, la distance parcourue, petit q, la valeur de la charge électrique, grand E, la masse de la particule. Nous pouvons donc trouver sa vitesse en b. Étudier le mouvement dans un champ de gravitation d'un satellite ou d'une planète. Nous utilisons donc ici le référentiel géocentrique galiléen et le système sera donc un satellite grand S qui tournera autour de la Terre. Le schéma simplifié, T la Terre, S le satellite, la force d'attraction et le repère de freinée représenté en rouge ici. Il faut connaître l'expression vectorielle de cette force de gravitation. Attention au sens de la force par rapport au vecteur unitaire petit uten. La relation fondamentale de la dynamique s'écrit donc MA égale à F, une seule force appliquée, avec les coordonnées des vecteurs. Attention, nous prenons pour l'accélération l'expression dans le repère de freinée. Nous donnons également l'expression de la force F dans le repère de freinée. Reportons dans les équations horaires les différentes expressions de A et de F. Attention, la distance TS qui correspond à la distance Terre-satellite est aussi le rayon de la trajectoire grand R. Posant cette équation, nous obtenons donc pour la première expression une vitesse constante dv sur dt égale à 0, et pour la deuxième, elle va nous permettre de trouver l'expression de la vitesse du satellite autour de la Terre. La période de révolution ensuite, c'est donc le rapport entre la circonférence de la trajectoire du satellite autour de la Terre sur sa vitesse. Nous reprenons l'expression de la vitesse trouvée précédemment. Cette expression va nous permettre de trouver et d'établir la troisième loi de Kepler. Nous plaçons donc la période de révolution au carré et nous pouvons l'exprimer sous la forme d'un rapport entre t au carré sur ts au cube qui est égal à 4pi au carré sur gmt. Cette grandeur est bien une constante qui dépend donc de grand G, de mt, la masse de la Terre et donc la constante de gravitation universelle. Il s'agit d'une loi particulièrement importante qui est à retenir sous cette forme. La période au carré sur le rayon au cube et reste constant quel que soit le satellite qui tournera autour de la Terre. La deuxième loi de Kepler nous montre que le rayon entre une planète et le Soleil, noté PS, décrit des aires égales en des temps égaux. La première loi de Kepler nous indique que la planète décrit une trajectoire elliptique dont les caractéristiques sont des foyers F et F',
L'un de ces foyers est le Soleil. Ces roulettes Kepler nous permettent donc d'établir les caractéristiques de la trajectoire des planètes autour du Soleil. Elles permettront d'établir la masse du Soleil ou des planètes, et également de voir les caractéristiques de chacune d'entre elles. Ces études de mécanique de Newton permettent non seulement d'établir des trajectoires pour des objets à la surface de la Terre, mais également de prévoir la trajectoire de fusée que nous pouvons emmener vers Mars par exemple. Tous les systèmes décrivent des trajectoires elliptiques dans le système solaire.